l'élan poétique, c'est notre souffle vital, c'est notre élan de vie, c'est l'amour. Apporter un supplément d'âme aux entreprises, aux organisations et aux êtres humains à l'intérieur. La poésie, c'est la voix de la quatrième personne du singulier, entre le on et le nous. La poésie, c'est un hymne à la vie, c'est une quête d'harmonie. T'es connecté aux sources de l'être. C'est une lettre d'amour adressée au monde. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Très heureux de se retrouver sur La Traversée. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Vincent Avanzi avec moi. Bonjour Vincent. Bonjour Hervé, comment vas-tu ? Super, je suis très heureux de te retrouver. Puis merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie, bienvenue. Et tu sais ou pas que j'ai l'habitude de peu présenter les gens que j'interviewe. Et j'aime bien qu'ils se présentent. Tu dirais quoi de toi ? Je suis une personne qui est passée sur cette terre pour poétiser le monde. Poétiser le monde, ça j'adore ça. Tu te définissais avant comme un chief poet officer, Un chief ça. poetic officer, et Poetic je me officer. définis et me présente toujours comme tel. D'accord, super. Et si tu pouvais définir ce que c'est que pour les gens qui connaissent pas du tout, alors je parle pas de ce que c'est que la poésie, j'imagine que nos auditeurs connaissent la poésie, mais c'est quoi un chief poetic officer ? C'est quelqu'un qui s'est donné comme mission de vie de réenchanter le monde avec la poésie, et notamment dans les entreprises, mais aussi dans les prisons et les écoles. Et en fait, pour moi, ça a été le fait de... J'étais en entreprise avant, je travaillais chez Microsoft pendant 5 ans. J'avais une passion pour la poésie depuis mon adolescence, et j'ai eu la chance de faire 2 tours du monde, gagné à chaque fois par Air France, donc un cadeau du ciel qui a fondamentalement changé ma trajectoire de vie et ma vision du monde. Et j'ai eu l'occasion de faire pas mal de développement personnel, d'exploration spirituelle dedans. Et donc en fait, ça a été le connecting the dots de Steve Jobs, de ces 3 choses-là, cette passion, ces compétences et puis ce développement personnel, qui a donné lieu à des conférences poétiques en entreprise, d'où le terme de poète d'entreprise ou de poétiseur, c'est-à-dire apporter un supplément d'âme aux entreprises, aux organisations et aux êtres humains à l'intérieur, pour travailler notamment dans leur leadership poétique, mais aussi développer leur créativité, le pouvoir des rêves, le pouvoir des mots aussi, le pouvoir d'être soi aussi, pour avoir de l'impact, être plus engagé, plus tourné vers l'avenir, et puis aussi peut-être arriver à trouver sa singularité et voir comment on peut la mettre au service de l'humanité. Donc c'est tout ce côté à la fois la poésie dans le pouvoir des mots, mais aussi le poétique. Comment est-ce qu'on peut habiter poétiquement le monde, voir le bien, le beau, le subtil, les énergies invisibles, et être présent au monde d'une manière peut-être plus ancrée, et ancrée dans la terre, et puis aussi en regardant aussi les étoiles aussi, pour être vraiment dans un chemin d'un avenir un petit peu illimité à partir de qui l'on est. Donc si je comprends bien, être plus ancré et la tête dans les étoiles, et tu nous parles de supplément d'âme. C'est quoi le supplément d'âme que tu penses apporter ? Bah, tu sais, par rapport au capitalisme, de profit pour le profit, là, c'est plus pour donner une direction long-termiste au monde. Pourquoi est-ce qu'on fait tourner le système économique ? Donc c'est plus, moi, c'est ça que j'aime bien dire, c'est pour moi ce qu'on peut passer du capitalisme au cap-humanisme. Donc d'arriver avec justement plus de l'humain, plus de la célébration du vivant. Comment est-ce qu'on peut plus vivre en harmonie ? Tu vois, pas être dans un win personnel, mais un win-win-win-win, c'est-à-dire avec les autres parties adverses, mais aussi avec le vivant. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, des autres et de la planète ? Et puis aussi peut-être passer de la compétition à une part de coopération. Et comment est-ce que les autres, en fait, acteurs, quels qu'ils soient sur le marché, sont aussi des potentiels alliés. Donc c'est ça, apporter du supplément d'âme, c'est prendre de la hauteur, du recul, et puis regarder sur une trajectoire plus long-termiste. Tu vois, dessiner des horizons plus durables, plus souhaitables pour le monde de demain. Et qui plus est, aujourd'hui, on est à une croisée des chemins avec le réchauffement climatique. On ne sait pas dans quel futur on va pouvoir vivre demain. Donc de donner, de remettre la trajectoire sur quelque chose qui a plus de sens. Et en quoi la poésie, pour toi, a été un vecteur de ce plus de sens, justement ? Bah, je pense que moi c'est ça que j'aime bien dire. Donc je fais du coup dans mon activité de poète d'entreprise, je fais beaucoup de discours poétiques pour ouvrir ou clôturer des conventions avec un discours poétique justement sur l'humain et sur demain. Je fais aussi beaucoup de conférences sur justement comment réenchanter l'avenir en tant que leader poétique.
et puis aussi beaucoup de conseils en identité poétique des marques, je plume pour des dirigeants, etc. Et en fait, ce que je rappelle toujours, en fait, au début de mes conférences, c'est que ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéresse, avec les participants dans la poésie, ça va être les vertus de la poésie. Et justement, comment est-ce que, première vertu, ça va être le champ lexical, comment est-ce qu'on peut trouver le mot juste dans notre communication au présent. Ensuite, le champ des possibles, comment est-ce qu'on peut contempler un idéal ou se projeter dans un horizon commun, donc c'est la vision aussi des leaders qu'on peut avoir demain. Et puis aussi le champ émotionnel, comment on peut se parler d'âme à âme, de cœur à cœur, pour pouvoir se parler dans un langage universel, et dans cette forme de collaboration-là. Et donc en fait et puis avoir aussi ressortir un petit peu cette notion d'émotion. Et donc c'est ça en fait, parce qu'en fait quand on regarde en fait le poésie en grec ancien, ça veut dire créer et faire. Donc en fait les poètes, c'est pas juste des rêveurs, à la base c'est des créateurs des créateurs de nouveaux mondes, des acteurs du changement, et c'était ceux qui étaient au centre de la cité, qui donnaient un horizon durable pour le monde de demain. Et je pense que les leaders aujourd'hui, quels que soient les leaders, manager ou pas, c'est juste le terme de trouver son idéal, sa cause à défendre pour avancer dans le monde. En fait, c'est comment est-ce qu'on a plus d'influence avec son éloquence, avec une part de cohérence aussi avec qui l'on est, ce que l'on dit, et puis aussi une prise de conscience des défis de ce siècle-là aussi. Donc c'est la poésie, la poésie peut jouer un vrai rôle à la fois pour se trouver soi, trouver sa singularité, avoir l'audace de le présenter aussi au monde. Je parle aussi moi beaucoup de l'art du discours, comment est-ce qu'on peut faire des discours justement en pesant ces mots, en trouvant des mots qui sont de l'ordre du sensible, de l'émerveillement, de donner une vision impactante et inspirante pour demain. Et puis aussi sur la notion de comment est-ce qu'on peut créer une équipe ensemble, ensuite justement où chacun est vraiment connecté à l'autre en fait de manière humaine un peu plus profonde, que justement parce que en fait dans la poésie quand moi je fais du coup écrire pas mal de poèmes ou de discours poétiques ou de manifestes, etc., sur les missions de vie de rêve de chacun. Et en fait, il y a cette notion-là où chacun met une partie de sa vulnérabilité, son intimité au centre. Et en fait, c'est ça qui nous connecte à l'humanité. Donc, en fait, ça contribue à créer des équipes beaucoup plus soudées qui vont avancer ensemble vers un objectif commun. Et est-ce que tu aurais une histoire, hein, sans dévoiler des choses que tu peux pas dévoiler, mais une histoire justement qui va dans ce sens-là, des gens que tu as pu aider ou des gens que tu aides et qui à un moment donné, grâce à la poésie, ont peut-être osé inverser la version capitale de la version humaine? Ouais, moi, la première et dernière intention que je donne quand je suis sur scène en train de donner une conférence ou même un discours poétique, c'est de créer un déclic. Que ce soit dans un discours, il y a des punchlines qui doivent justement te toucher en plein cœur et devenir mémorables, indélébiles, pour justement te toucher et que tu en tiennes compte pour le reste de ta vie. De la même façon, parce que ça apparaît comme une évidence, de la même façon, en fait, dans les conférences, le seul objectif, c'est de créer un déclic. Un avant, un après. C'est pour ça que c'est toujours des conférences inspirationnelles et expérientielles où justement, dans ce voyage poétique, les gens sont amenés à écrire, ensuite passer sur scène, par volontariat où tout le monde passe, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a, mais je le fais aussi en keynote plénière, même s'il y a plusieurs milliers de personnes. Et en fait, ils vont sur scène pour justement déclamer ce qu'ils ont écrit. Et pour que ce soit un échantillon représentatif de la biodiversité humaine, en fait, qu'on puisse voir ça. Et du coup, le déclic que ça procure, donc j'ai pas un exemple à te donner, mais tous, en fait, parce que il se passe toujours la même chose, c'est que les gens, en fait, se rendent compte de la biodiversité humaine, que chacun a sa valeur ajoutée, que chacun peut être dans sa vraie zone de talent, qu'on a tous des génies artistiques en nous, et qu'on peut tous, justement, si on se donne quand même horizon commun, on peut tous accomplir les rêves qu'on s'est fixés. Donc j'ai pas un horizon, j'ai pas un exemple précis, j'ai juste tous les objectifs, enfin tous les exemples en fait sont basés que là-dessus, parce que c'est le seul vrai objectif que je me donne en fait, que les gens changent de perspective. Alors après il y a des gens qui justement se révèlent, et donc après je clôture mes conférences en disant justement, quand tu réveilles ton aura, elle ne laisse plus jamais dormir. Et quand tu réveilles ton aura de leader, elle ne te laisse plus jamais dormir. Justement, une fois qu'elle est réveillée, elle est éveillée à vie. Donc, justement, le but, c'est de trouver ta lumière et d'éclairer le monde après avec. Donc, le but, c'est, moi, j'interviens souvent sur cette notion-là de sustainabilité, de trouver cet équilibre-là entre la durabilité et puis toujours de la prospérité quand même. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, des gens qui shiftent et puis qui s'affirment beaucoup plus, qui deviennent beaucoup plus engagés et engagés dans une direction qui a beaucoup plus de sens. Et qu'est-ce que tu penses de ce monde qui, pour l'instant, n'a pas vraiment donné une place à la poésie, aussi bien même à l'école. Je dirais qu'on apprend vaguement quelques poètes, ou quelques poèmes plutôt d'ailleurs que des poètes, et donc on t'apprend pas
à accepter d'être poète, ou comme on n'apprend pas vraiment pour moi à accepter de philosopher, mais on apprend du savoir et pas de la connaissance. On n'a pas d'expérience. J'ai l'habitude de dire que atypique et EST poétique. Et en fait, je fais déjà d'embrasser son originalité. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. On est plus habitué dans le système à être dans la norme, en fait. Et donc déjà, en fait, assumer sa propre originalité et la mettre au service de l'humanité, qui est justement le thème de mon livre, qui avait trouvé son point génial. Et justement, c'est justement trouver son flow, trouver vraiment ce qu'on a comme lumière interne pour justement illuminer le monde avec, pas briller, mais éclairer le monde, mais justement d'être un être d'amour, d'harmonie et de lumière, en gros. Donc ça, déjà, la première chose, en fait, c'est assumer dans la poésie, c'est plus ça, en fait, déjà, le côté poétique, c'est ça. Et après, c'est ça le problème, entre guillemets, c'est que ça, c'était sur la forme, et sur le fond, maintenant, juste la pure poésie, donc les vers, les poèmes en tant que tels. Oui, on fondamentalement, dans l'éducation nationale ou notre système scolaire, mais en France, mais même dans la plupart des pays du monde, on rate tous notre entrée en poésie. C'est-à-dire qu'on nous demande, quand on est en école primaire, d'apprendre des poèmes par cœur, ou ensuite de faire des commentaires composés sur des poèmes qui ont peut-être 3 siècles, dont on comprend rien à la base de ce que la personne a dit, et dont on n'arrive pas à s'identifier parce que c'est pas la même époque, et dont on doit expliquer ce qu'il a voulu dire, etc. Alors qu'en fait, la vraie beauté de l'art, c'est de la contemplation telle quelle, pas juste de l'explication. Et en fait, du coup, ça dégoûte un petit peu les gens, parce qu'en fait, ça nous intéresse sans plus, c'est un exercice en tant que tel, alors que le vrai premier acte poétique, c'est d'écrire. Et si tu prends goût à l'écriture, parce que c'est effectivement une magie inhérente à la poésie, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres formes de littérature, et ben là, après, vous pouvez aller découvrir Rimbaud, Baudelaire, Hugo, etc. Mais vous faire le chemin inverse, en fait. C'est-à-dire que vous avez un premier intérêt, et du coup, j'ai envie de creuser pour voir effectivement c'est quoi les différents styles de poésie qu'il y a, et puis même des poètes aussi de partout dans le monde aussi. Moi, j'ai eu la chance, justement, lors de mes voyages, de me poser, je me souviens, en Iran, des poètes persans, que ce soit Shiraz, Hafez, Rumi, etc., où j'étais sur leur tombe en train de lire un petit peu des passages de leur recueil, et je prenais un plaisir fou, en fait, à faire ça, ou en Argentine ou autre, etc. Et donc c'est aussi le fait de prendre ça dans l'autre sens, c'est-à-dire de goûter à la magie de l'écriture et du partage en public aussi, parce que ça aussi, ce qui est beau dans l'art, c'est une manifestation de soi au monde, déjà le fait que ça sorte de soi, mais aussi en fait qu'on puisse l'exposer ou le partager, quel que soit le public. En fait, déjà une personne, c'est déjà un premier public. Donc ouais, c'est ça, c'est déjà prendre goût en fait à la poésie. Et je pense c'est moi du coup dans les ateliers que je fais, en fait, même en école primaire, c'est ce que je leur fais faire, en fait. Je leur fais écrire des poèmes sur des rêves d'avenir, parce que la poésie, c'est quand même un élan d'optimisme vers l'avenir. Donc c'est beau. Il y a deux choses, on peut écrire sur la misère de la condition humaine, ou en fait sur des avenirs possibles. Et donc je leur fais ça, et ensuite je leur demande tous de passer sur scène, et c'est superbe. Et puis aussi moi aussi je regarde ça aussi sur le prisme de l'art oratoire. Tu vois, en France, on est plus sur quelque chose de l'ordre de l'écrit, pour le coup, en général, et moins sur la culture orale. Ouais, exactement. Et en fait, c'est tellement épanouissant, en fait, quand on sait bien s'exprimer, on sait bien respirer, on sait bien poser sa voix, on sait en tant que conférencier, nous aussi, ou artiste. Et en fait, ouais, moi je sais que même me prendre des cours de chant, c'est hyper beau, en fait, pour justement fluidifier son énergie, son harmonie qu'on a à l'intérieur de soi, etc. C'est hyper beau, en fait, de libérer tous nos chakras. Et en fait, du coup, en fait, je fais attention à ça, en fait, qu'ils articulent bien, qu'ils soient bien présents, qu'ils regardent les gens, qu'ils sourient, qu'ils soient vraiment présents là et bien à l'aise, quoi, qu'ils se fassent plaisir. Et je trouve que c'est beau, en fait, parce que ça ouvre tellement de portes après derrière. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, donc à travers ça. Donc c'est vrai que je sais que quand en présentation on met de la poésie en entreprise, on dit ça n'a aucun rapport, mais il y a tellement de choses à l'intérieur, que ce soit l'art, que ce soit le poétique, que ce soit les mots, que ce soit les rêves, que ce soit soi, etc. Et puis une trajectoire à donner pour demain. Donc c'est un outil qui est formidable. Et quand tu parles de réenchanter le monde, parce que ça fait partie des choses ou des missions que je pourrais, y compris m'allouer, on va dire. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets sous ces mots? Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, en fait, c'est-à-dire réenchanter, repoétiser, humaniser, célébrer le vivant, ouais, tout ça, quoi. Apporter un supplément d'âme, donner un sens, revenir à l'essentiel.
Ouais, changer de trajectoire pour le monde, comment est-ce qu'on peut coécrire aussi l'avenir ensemble, c'est-à-dire justement chacun dans sa zone de talent, on peut tous apporter quelque chose à l'édifice du monde, en faisant chacun notre part de colibri ou notre Mhm. justement par rapport à là où on est, donc avoir de l'impact à notre échelle, donc c'est réenchanter le monde, ouais, c'est lui donner un peu plus de coloration en fait, le refaire fleurir quoi, faire éclore chaque être humain dans sa plus belle version quoi, et être embarqué dans une mission qui nous donne du sens et puis de ouais. Euh, je disais, donc, moi j'ai un discours politique qui s'appelle le bateau vivre, et je disais, osons, tels des magiciens d'os, composer la métamorphose du cosmos en osmose vers notre apothéose. C'est un petit peu Mhm. ça, en fait, en manière poétique, c'est ça que je dirais, en fait, pour enchanter le monde. C'est d'aller vers ça, en fait. Notre apothéose. Non, ouais, mais composer la métamorphose du cosmos Mhm. en Mhm. osmose. Belle métamorphose. En devenir, on va dire. En cours, Je... hein, en Ouais, cours. ouais. Sur, donc tu parles plus d'utopie, j'imagine, que de dystopie, et donc... Je parle de deux choses. Je parle de niveau artistique, je parle de l'art-thérapie, Mhm. sur justement le pouvoir côté libération de la parole, des Mhm. émotions, côté caractère artiste, et puis aussi le côté art-utopie, sur justement la prospective, les rêves, les mondes possibles pour demain. Bien, c'est un bon début déjà. Alors moi j'étais aussi intéressé pour... tu as parlé tout à l'heure de tes voyages qui ont changé ta vie, Ouais, par un coup de chance ou... tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un coup de chance de récupérer des billets d'Air France. ouais, Peut-être que ça c'est intéresse. ça. Et en fait, c'est quoi l'aventure qui est née là? Tu vois, vraiment, si on se remettait à ce moment-là, qu'est-ce qui est né? Tu vois, quelle est l'essence? Tu vois, quelque chose de fondateur, on va dire. Ouais, bon, déjà sur le côté pratique, c'est juste, je partais en voyage de fin d'études en Argentine et au Brésil avec un ami, après mon école de commerce, et en fait, j'ai eu un vol qui a été surbooké, et Air France me proposait 700 € de mon bon de vol si je prenais le vol du lendemain, sachant que j'étais en solo pour la première semaine, donc j'étais libre, je suis ok, bah, très bien, ça me fera un autre voyage gratuit, du coup je décide d'être volontaire, donc je prends le vol du lendemain. Le lendemain, je reviens à Roissy, la même chose. Je suis voilà, super, on en fait deux. Le troisième jour, pareil. Quatrième jour, pareil. Cinquième jour, pareil. Mais j'ai décidé quand même de partir parce que j'ai quand même des choses à faire. Et du coup, ça m'a fait 2 800 € de bon de vol Air France, mais il y a 20 ans maintenant. Et à l'époque, c'était une vraie somme, quoi. Enfin, ça Ouais. l'est toujours, de toute façon, mais c'était une vraie somme. Et en fait, j'avais 12 mois pour l'utiliser, ou sinon, je pouvais avoir la moitié en cash. Et en fait, moi j'avais déjà vécu aux États-Unis pendant 3 ans quand j'étais jeune. Donc, j'avais ce côté-là de non peur de l'étranger. Je parlais déjà anglais, etc. Et très bien espagnol aussi. En fait, donc, en fait, quand j'ai eu ça, c'était un peu Charlie à la chocolaterie, quoi. Donc, avec grand plaisir. En fait, c'était même beaucoup mieux que de l'argent. En fait, tu m'obliges à partir. En fait, enfin, c'est une invitation que je peux pas refuser, quoi. C'est vraiment Mhm. le côté saisir son opportunité comme un yes man, mais bien sûr. Et du coup, je suis parti un mois après. J'ai regardé une map monde. Et je l'ai fait tourner comme ça, je vais aller là, 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 et puis je suis parti, j'ai rendu mon appart et je suis parti. Et ouais, ça a changé ma vie parce que en fait, je suis parti de manière pas préparée non plus. Et Mhm. donc en fait, vraiment à l'aventure, avec aucun guide touristique. Enfin, j'ai acheté des guides, mais je sens vraiment savoir ce que j'allais faire à chaque fois. Et donc j'allais d'aventure en aventure, d'expérience en expérience, de rencontres extraordinaires en rencontres formidables. Et je passais mon temps aussi à appeler Air France pour changer mes dates parce que j'ai envie de rester plus longtemps ou j'avais envie d'ailleurs ou parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait aller dans tel endroit. Et puis je suis allé, ouais, il y avait une expérience qui a été marquante, ça a été que en Asie, liée au bouddhisme, au nirvana, que je commençais du coup à découvrir. J'ai fait une retraite de méditation vipassana Mhm. de 10 jours, là où je pensais moi qu'en fait ce que j'avais entendu parler sur la méditation, c'était plus de la relaxation. Je suis oh, c'est cool, je vais faire ça pendant une Mhm. semaine, je sais pas. Et donc je débarque dans le temple, un temple assez isolé au nord de la Thaïlande, à côté de Chiang Mai, Mhm. la personne qui me reçoit me dit ok, à partir de maintenant, ça va durer 10 jours, tu vas méditer 10 heures par jour, tu vas manger à 6 heures et à 10 heures du matin, et puis tu vas être en En silence. silence pendant les 10 jours et tout ça. J'étais pas du tout parti pour ça, et j'ai vraiment pris une claque là-dessus, et en fait, et puis au fur et à mesure de différentes expériences, etc., j'ai vraiment rencontré la notion de le mot, c'est vraiment une rencontre avec ce mot-là, avec le mot de l'harmonie, Mhm. l'harmonie. Et en fait, vraiment de concevoir ce que c'était l'harmonie, les équilibres, etc., l'harmonie intérieure de soi, avec les autres, dans les organisations, avec la nature, dans les religions, avec les galaxies, dans la musique, dans la poésie, ça. Et en fait, il y avait cette notion-là
sans le savoir, je pense que j'étais déjà en quête d'harmonie, et c'est ça que j'aime bien souvent dire, c'est que c'est arrivé, cette rencontre-là est arrivée à un moment donné où j'avais pas forcément besoin de mettre de l'ordre dans ma vie, parce que j'avais un chemin tracé, mais de l'harmonie. Tu vois, de fluidifier un petit peu qui j'étais, de me sentir bien, être en sérénité, etc. Et ça, fondamentalement, ouais, je pense que c'est devenu ma mission de vie. De créer un monde d'harmonie, moi une vie en harmonie, et puis de créer un monde d'harmonie. Et après, en fait, on se rend compte que tous les poètes, en fait, sont en quête d'harmonie, d'ailleurs tous les êtres humains, en fait, fondamentalement, mais sans le conscientiser vraiment. Et du coup, ouais, ça a changé ma mission de vie dans le sens où je voyais très bien que c'était le mot le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité. Et c'était ça le projet que je donnais, justement. J'ai enregistré un album de musique à ce moment-là qui s'appelait Harmonie Musique. Et justement, le projet que je voulais donner au futur de l'humanité, c'était ça, sous le nom de l'harmonie, parce que je considère vraiment que c'était vraiment ça. Et encore aujourd'hui, hein, jusqu'à la fin de mes jours, de toute façon. Parce que c'est un idéal, c'est un horizon, c'est justement, c'est ce qu'on appelle en méditation ce still point. Tu vois, ce truc-là où en fait, c'était dans une sérénité absolue, mais limite, il n'y a pas de vie en fait. Donc c'est vraiment un horizon à atteindre, mais tu vois, c'est vraiment le nirvana qu'on atteint, quoi. Et donc c'est vraiment ça, ouais, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui en harmonie avec le vivant. Donc c'est quelque chose, c'est une mission de vie infinie. Donc ouais, donc ça a été ça, et donc ça a changé ma trajectoire de vie parce que ça m'a focalisé là-dessus, et je suis encore dessus en fait. J'ai pas eu un seul jour. Là, tout ce que j'essaie de faire, de dire ou d'être, j'essaie toujours de le mettre à travers ce prisme-là. Est-ce que ça répond à un besoin d'harmonie ou pas? Et donc ouais, je pense que je suis revenu, et je suis fier de ça, déjà une meilleure personne humaine. Et en plus de ça, ça m'a permis de trouver ma voie aussi. Et tu vois, et je pense que je l'ai trouvé après, une dizaine d'années après, en regardant derrière, après tout mon parcours, parce qu'après je suis rentré en entreprise, après avoir essayé de lancer un projet humanitaire pour quand même utiliser mon diplôme que je venais d'avoir juste avant. Après j'étais start-upper, etc. Après je suis reparti faire un deuxième tour du monde, et en fait c'est en regardant derrière le miroir, en faisant un bilan pour trouver vraiment ma voie de vie, où j'ai réalisé que le fil conducteur de toutes mes expériences avait été au final la plume. L'écriture. J'ai toujours écrit, que ce soit en poésie, enfin toujours en poésie en plus, mais que ce soit le terrain de jeu que j'avais pendant mon premier tour du monde, où justement j'enregistrais de la musique, donc en fait c'était de la poésie sur de la musique. Après, quand j'étais chez Microsoft, j'avais enregistré un freestyle pour Steve Ballmer. Après, dans la startup que j'avais créé une chanson pour promouvoir l'application, c'était un personal shopper en ligne dans la mode. Et puis après, à nouveau, dans le deuxième tour du monde, j'ai commencé à écrire des discours poétiques un petit peu en mode slam pour relater les expériences que je vivais, etc., les ressentis. Et puis ouais, donc et c'est là où en fait, je me sens bien. En fait, c'est mon home sweet home à moi, parce que je regarde en fait, tu vois tu vois un peu genre l'ikigai en japonais aussi, etc. Mais moi, je pense que j'ai un besoin perso qui est je pense d'avoir un impact sur le monde et de délivrer un message universel, positif. Donc je le fais à travers la poésie. Et puis j'utilise du coup les vertus de la poésie pour ce que ça peut apporter en fait aux gens en fait. Donc voilà, c'est l'équilibre que j'ai maintenant, c'est de faire déclamer de la poésie et puis d'en faire écrire, déclamer aux autres. Donc je suis content d'avoir ces deux choses là en équilibre en fait. Et je pense que je suis dans ma voie, à ma place en fait, dans ce juste milieu hybride là en fait. Quand tu reparlais de l'harmonie, je me suis rappelé du travail qu'on avait fait ensemble. Et je sais pas si tu te rappelles, mais c'était sur l'harmonie, l'amour et l'harmonie, ou l'harmonie et l'amour, je sais plus dans quel sens. Voilà, qu'on avait commencé à travailler ensemble. Donc merci pour la genèse de l'affaire, et parce qu'on n'avait pas été jusqu'à là ensemble. Sur le spectacle. Ouais, sur le spectacle. Ouais. Et et sinon, est-ce qu'il y a d'autres traversées que tu voudrais partager avec nous, qui sont riches d'enseignements pour toi, comme celle-là que tu viens de nous partager, qui en gros nous expliquait que tu avais besoin ce qui t'a permis de retrouver ta mission de vie ou ton axe de vie, et à la fois aussi le comment qui était par l'écriture. Et que c'est quoi les autres traversées qui t'ont permis ou d'affermir ça, ou découvrir autre chose, je sais pas. J'ai eu un épisode dans ma vie où j'ai le décès de mon père, qui était assez brutal, qui était très brutal, un suicide. Et en fait, dessus, j'ai voulu faire un discours pour lui rendre hommage à l'enterrement. Et en fait, c'était dans ma vingtaine. Et
Et j'ai fait un discours qui à la fois tentait d'expliquer son geste, trouver sa place et ce qu'il léguait en gros. Et en fait, en lui rendant hommage et puis être dans plusieurs niveaux d'émotion, quoi. C'est-à-dire à la fois le côté, une part de tristesse, bien sûr, une part aussi de prendre des choses avec de l'humour, le fait tu vois, de mentionner que ce combat-là qu'il avait, lui, pour la vie, continuait, etc. Et en fait, la puissance de ce discours-là, qui a été hyper salué, j'ai demandé à tout le monde d'applaudir à l'intérieur, etc. En fait, j'ai vu vraiment, en fait, dans des moments aussi solennels, mais en fait, le pouvoir des discours. Et en fait, je pense que ça a réveillé quelque chose en moi, ce côté leadership poétique aussi, où j'ai vu en fait comment est-ce qu'on peut vraiment toucher les gens aussi avec les mots, la poésie, des tournures de phrases, d'une sincérité, un alignement à ce qu'on dit, ce qu'on pense, quand on parle avec le cœur, comment toucher le cœur d'autrui. Et je pense que ouais, ça aussi, ça m'a aussi ouvert les chakras, justement, comment faire des discours en mode tribun, quoi, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, on parle souvent de prise de parole en public et que les mots, en fait, n'ont que très peu d'importance, mais en fait, dans l'art des discours, quand on regarde vraiment l'art des discours pour les tribuns, en fait, c'est l'inverse. Les mots ont peut-être 50% d'impact dans la communication et l'autre 50%, c'est ton alignement, ce que tu es aligné, ce que tu dis, ce que tu fais. Donc, c'est ça, en fait, que je fais comme coaching avec des dirigeants et comme en tant que plume, c'est de la coécriture pour sublimer ce qu'ils ont envie de dire, mais déjà les faire accoucher eux-mêmes, et ensuite, justement, les aider à le faire accoucher, et ensuite le sublimer à travers des punchlines, et puis aussi une structure de discours qui va être hyper impactant, etc. Donc je pense que cet épisode-là de vie à titre perso aussi a permis de modeler ça, en fait. Et ce que je fais, de toute façon, c'est moi tous les concepts que je crée de toute façon, en fait, dans mon activité aujourd'hui, sur les matrices de leadership, etc., où c'est toujours tiré, en fait, des choses que j'ai vues, que j'ai ressenties, ou que j'ai lues aussi, mais il y a aussi beaucoup d'expériences où je vois, en fait, que ça marche, quoi. C'est quelque chose qui est réel, quoi. Donc, et je pense que c'est ça que les gens apprécient aussi, c'est que le discours est habité. Donc, voilà. Tu fais une différence entre l'éloquence et l'art oratoire, sans rentrer dans la technique, mais tu vois, quand je te dis ces mots-là, ça fait quoi? Ouais, l'éloquence, c'est plus les mots. L'art oratoire, t'es plus sur l'oralité au sens large du terme, mais ouais, on peut parler de rhétorique aussi, tu vois, donc c'est des mots qui sont assez similaires. Ce que je fais, non, j'aime bien dire justement comment est-ce que, ma punchline, elle est là-dessus, c'est de dire comment est-ce que tu peux développer ton influence avec plus d'éloquence, de cohérence et de prise de conscience. C'est plus ça, en fait, et ces trois-là qui créent, en fait, quelque chose de plus impactant dans ton éloquence. Redis-moi, éloquence, cohérence et prise de conscience. C'est ça qui développe ton influence en tant que leader, en fait, quand tu réunis ces trois-là. Ok. Alors, je te pose cette question parce qu'en fait, comme tu en es à côté de la Sorbonne chez toi, moi, j'ai organisé pendant 7 ans des concours d'éloquence à la Sorbonne. Yes. Quand j'étais plus jeune. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai organisé les premiers concours d'éloquence des grandes écoles partout en France. Voilà. Et donc, c'est un retour pour moi. Yes. C'était dans les années 80, ça fait un petit bout de temps. Mais j'ai été marqué par... quand je reviens ici, pour moi, c'est toujours chargé, si tu veux, de sens, de ces soirées, d'organisation, de ces plaisirs, d'art oratoire. Voilà. Mais à l'époque où j'étais plus à l'aise derrière la scène, si tu veux, en tant qu'organisateur, en tant que préparateur, parce que je faisais la préparation des conférenciers, on va dire, mais moi, j'assumais pas encore d'être vraiment sur scène. Donc ça me faisait, voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est un clin d'œil pour moi. Un bon souvenir. Ouais, c'est un bon souvenir. Et je reviens sur la prise de conscience. Je pense que dans la poésie, pour moi, c'est aussi ça, c'est que quand on écrit de la poésie, en tout cas, là, je parle dans la manière dont moi, quand j'écris de la poésie, je trouve que les mots se révèlent aussi à moi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a une partie d'accouchement, mais quand ça accouche, il y a aussi de la surprise. Tu vois, de la cohérence et cette conscience qui va naître des mots que j'avais peut-être pas complètement conscience. Un peu comme quand on s'entend parler, des fois, on se rend compte de la puissance de ce qu'on vient de dire quand on le dit. Ouais, après absolument, et c'est justement ces deux choses-là, c'est cet effet de surprise qu'on a. C'est quoi le rire? C'est un effet de surprise. Il y a une chute qu'on s'attend pas, et c'est ça qui nous fait rire. Dans la poésie, c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que quand on suit des règles, pour le coup,
classique dans la poésie, on doit compter les vers notamment Ouais. ou autre. Des fois, on est obligé de trouver un autre mot, une autre tournure de phrase pour que ça colle, etc. Avec ces contraintes-là. Ou même pas. Après, juste quand on prend l'habitude, c'est aussi de en fait, on va pas parler en prose, en poésie aussi. Il y a une tournure de phrase qu'on va essayer de faire un petit peu plus belle, être dans quelque chose de métaphorique ou autre, etc. Et donc, cet effet de surprise que se crée, du coup, l'image que tu as créée ou cette tournure de phrase différente, c'est ça qui va créer justement ce côté punchline percutant, en fait, dans l'audience, en fait. Donc, c'est ça qui est beau, en fait. Ça t'invite, sans t'obliger, à trouver des tournures de phrases plus belle, peut-être plus essentielle aussi, et c'est pour ça même moi je travaille aussi sur les haïkus comme premier exercice d'entrée en fait dans la poésie, parce que c'est un très bel outil pour pouvoir c'est Léonard de Vinci qui disait que la simplicité c'est la sophistication suprême, dans le sens où comme on est obligé de délivrer un message en 17 syllabes, les haïkus, ça nous oblige puis en plus avec avec 5, 7, 5, donc en fait il y a aussi il y a potentiellement 3 petits vers aussi à caser. Et en fait du coup ça nous oblige en fait à essentialiser notre pensée. Et donc c'est un très bel exercice pour justement aller direct droit au but et être très sharp en fait dans notre communication. Et tu vois, de la même façon, tu vois, quand tu regardes c'est encore sur un autre sujet, mais sur le côté inclusif et message universel, tu vois, Imagine de John Lennon. Je sais pas si tu as déjà lu les paroles. Très bien, je les connais. Tu vois, j'imagine en plus, tu vois, il dit rien d'extraordinaire, hein, on fait un, etc. Mais en fait, c'est juste tellement évident, simple, clair, inclusif, universel, que c'est devenu un hymne atemporel. Et c'est beau, en fait, ça. C'est beau d'arriver à ça, plutôt que d'être dans le côté très complexe, très pour prouver aussi qu'on sait se faire d'un. Là, c'est juste revenir, voilà l'essence de ce qu'il en est, de qui il en est. Et justement, moi, dans ma perspective d'essayer de trouver un moyen de craquer le code pour essayer de coécrire l'avenir, c'est ça que j'essaie de chercher aussi pour que ce soit pas nivelé par le bas, mais qu'il puisse avoir cette fine ligne, en fait, qui puisse parler à tout le monde, un peu comme un espéranto. C'est pour ça que je dis souvent que moi, les 2 espéranto modernes que je vois, c'est l'anglais pour la langue de communication internationale et la poésie, parce qu'elle est la langue du cœur, en fait, donc ça transcende toutes les différences. Et est-ce qu'il y a des poètes qui t'ont plus influencé que d'autres, ou des poèmes, parce que ça peut être l'un ou l'autre, qui t'ont plus influencé sur... Ouais, moi j'ai grandi avec le Si de Rudyard Kipling sur mon bureau de chambre que mon grand-père m'avait offert. J'ai toujours lu sans le lire. Tu seras un homme mon fils, tu seras une femme ma fille. En gros, tu seras un humain plus tard, quoi. Et ouais, donc ça, je sais que ça m'a beaucoup inspiré. Et après, moi, j'ai aussi baigné beaucoup dans la culture du rap américain. Et en fait, je suis plus par là que je suis rentré. Et en fait, après, justement, ça m'a donné envie de découvrir après d'autres poètes derrière. Mais ça a été justement le fait d'écouter des rappeurs qui sont des lyricistes, tu vois, avec aussi des tournures de phrases, des rimes très compliquées, etc. Des sculpteurs de rimes fondamentalement aussi, qui crachaient sur leur micro des combats de vie viscéraux et qui te reprenaient aux tripes, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me touchait, en fait, tu vois. Et je quoi dans cette notion là aussi de survie dans des conditions de vie assez compliquées, et puis aussi la puissance aussi d'interprétation qu'il y avait aussi, je trouvais que c'était une manière de délivrer un message très puissante, en fait. Et après très très belle aussi sur des quand c'est fait justement avec plus de douceur, en train de regarder un horizon d'un monde meilleur demain aussi. Donc ça a été des grandes inspirations, ça, parce que pour regarder le pouvoir des mots, et puis aussi comment toucher autrui, en fait. Donc tu peux toucher au moins, enfin autant quelqu'un quand tu vas déclamer un texte de 4 minutes sans refrain, ou qu'une chanteuse qui va te sortir la plus belle histoire d'amour possible. Et les deux sont très poétiques. Ouais, donc il y a beaucoup cette notion-là aussi d'oralité, en fait, tu vois, comme les griots africains ou autres, mais ça a été cette notion de mise en scène de vers poétiques parlés en rythme, parce que c'est ça que ça veut dire, un rap rhythm and poetry. Et en fait, c'est ça aussi, en fait, accompagné de musique aussi, on peut transcender aussi le message à travers aussi de la musique.
Tout comme les discours aussi, quand tu regardes les discours de films, quand tu voyais tu sais, dans les films hollywoodiens, les discours américains, de présidents américains avec de la musique derrière, ça t'emporte, etc. Et tu vois, c'est une œuvre d'art aussi que tu peux créer, en fait. C'est pour ça que j'aime bien cette expression de faire de sa vie, un poème et de notre avenir une œuvre d'art. C'est comment est-ce qu'on peut faire des choses avec un peu plus de grâce, un peu plus de cœur, un peu plus de poésie, en fait, pour toucher le monde et puis repoétiser l'avenir, en fait. Et après, je t'ai dit, j'ai plein de poètes, tous les poètes français après que j'ai adoré découvrir, à un âge un peu plus mûr, ou des poètes perses, ou même des poètes là, justement, pendant le Covid, j'avais fait un tour du monde de 50 poèmes. Je faisais un poème par tous les 2-3 jours. Et en fait, et c'était aussi pour, justement, ça permettait en fait à chacun de découvrir des poètes ou des poétesses à travers une œuvre à chaque fois, et justement que ce soit accessible, en fait. Tu vois, et c'était quoi la découverte la plus surprenante? Enfin, je sais pas, quelqu'un que tu connaissais pas du tout, que tu as découvert en te disant waouh. Est-ce que j'en ai en particulier qui me vient à l'esprit? Je me pose ça là qui me vient, mais tu sais, la lettre d'Einstein sur le pouvoir universel de l'amour, mais en fait qui est pas de lui, mais qui est quand même sublime, et je sais que je l'avais mise quand même dedans. Neruda aussi, j'avais pris un beau plaisir justement à revenir sur une partie de son œuvre, et notamment son poème Il meurt lentement. Même je me souviens aussi, j'avais un poète brésilien aussi qu'on avait mis dedans, et puis même tous les classiques français aussi, c'était ça. Victor Hugo, j'avais adoré La fonction du poète, où justement il décrit le poète comme l'homme des utopies, ou qui essaye d'éclairer le monde avec sa lanterne, sa lanterne et sa torche, etc. Et je trouve ça beau, en fait, comme message de la fonction principale du poète, et de revenir à l'essence de ce qu'est le rôle des poètes et des poétesses. Je suis un faux fait de Victor Hugo, donc ça va faire plus plaisir que de me citer Victor Hugo. Très bien. J'ai été récemment dans sa maison, là, tu sais, Guernesey, là. Ok. Si t'as pas été, va voir. Ok, je note. Ouais. Je note. Okay. J'ai eu la chance, moi, la chance inouïe même, parce que je pense que c'est une plus belle semaine de ma vie, de partir d'être invité en Éthiopie pour les dialogues en humanité. Oui. Et d'aller dans la maison de Rimbaud. Parce qu'il avait vécu la deuxième partie de sa vie après sa fulgurance poétique de fin d'adolescence. Après il est parti, et puis son épisode avec Verlaine, après il est parti devenir marchand d'épices et autres en Éthiopie, et du coup dans sa maison à Harar, où j'ai pu déclamer mon poème qui s'appelle Le bateau vivre, qui est en hommage au bateau ivre, et qui est d'ailleurs écrit sur une rue juste à 3 minutes d'ici, donc dans son salon, et du coup ça a été filmé avec aussi de la télé locale, justement. J'ai pu déclamer ça avec toute son âme qui respirait derrière, et puis avec tous ces œuvres aussi dessus. Enfin, c'était vraiment un moment assez fou dans mon parcours de poète. Il y a quand même des poètes qui marquent de leur empreinte fortement, peu importe la durée d'ailleurs, parce que Absolument. On peut parler de lui en termes de fulgurance. Donc, je voulais revenir sur tes voyages ou tes voyages intérieurs, parce que ils sont aussi importants que les voyages extérieurs. Si tu vois, s'il y avait un apprentissage, par quoi on devrait commencer pour développer de la poésie? Moi, j'écris, justement, c'est en voyage que j'écris le plus facilement. Moi, le train m'a toujours aidé pour écrire. Donc, tu vois, c'est un endroit où j'écris facilement de la poésie. Dès que je suis dans un train, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de rythme, tchak tchak tchak. Je sais pas si c'est ça, mais il y a un truc qui fait que j'écris facilement de la poésie. Mais tu vois, toi qui fais pas que d'écrire, mais qui enseigne, tu vois, ça serait quoi tes propositions pour aider les gens à aller oser écrire demain de la poésie et accepter d'en vivre, pas dans le sens financier, mais dans le sens de faire émaner quelque chose de moi de plus fort, de plus singulier, de plus puissant? Déjà choisir peut-être... en fait, il y a un truc qui s'appelle la hantise de la feuille blanche.
Tu vois, c'est-à-dire que si, et c'est pour ça que ce que tu dis, quand tu dis j'adore écrire dans les transports, justement, le fait de voir défiler un horizon infini ou des paysages différents, ça te nourrit l'esprit, l'âme, etc., pour avoir des images, des choses, etc. Beaucoup plus que si t'es assis dans ton bureau, dans ton canapé, devant un mur, avec une feuille blanche qui te met la pression, etc., de ok, qu'est-ce que j'ai écrit, ouais, j'ai pas d'inspiration, ou je suis pas créatif, je suis pas artiste, je suis pas un artiste, etc. Donc le but, c'est d'inverser, en fait, inverser tout ça et de commencer déjà peut-être avec un sujet qui va nous intéresser, qui nous tient à cœur. Est-ce qu'il y a des mots dans le champ lexical qui te tiennent à cœur? Tu vois, un mot-clé de vie que tu pourrais avoir, de ton essence, de revenir à vraiment qui tu es, ton cadeau offrir au monde, ça peut être, tu vois, une passion, ça peut être une vertu que tu as, une qualité que les gens te reconnaissent, un cadeau que toi tu as, par exemple, à offrir au monde, tu vois, et ce que j'appelle moi le point génial, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on a tous quelque chose, tous un génie, en fait, en nous, donc comment est-ce que on pourrait le mettre à disposition de l'humanité, et en fait de commencer à partir à travers ce premier mot-là. Comme ça, on n'est pas sur la hantise de la feuille blanche. Et puis après, peut-être écrire, et justement c'est ça que je donne à faire aussi dans mes sessions, c'est leur demander, ok, bah avec ce mot-là, avec qui te définit, comment est-ce que tu pourrais contribuer à notre avenir collectif? Et en fait, comme ça te donne un premier mot et ensuite une direction d'écriture. Et puis après, dans la poésie, à l'inverse de quand je disais tout à l'heure, on a dans l'éducation nationale, on a peut-être un petit peu raté nos entrées en poésie. On a quand même été éduqués sur ce qui était de la poésie. C'est-à-dire sur, effectivement, on sait à peu près tout ce que c'est des rimes, des métaphores, créer des images si on souhaite. Après, il y a des figures de style, tu sais, comme les assonances où tu vas répéter des voyelles, agonie, harmonie, par exemple. Ou l'allitération, c'est l'inverse, c'est une répétition de consonnes, des rimes riches, des rimes pauvres. Tu vois, tu fais des strophes, t'as 4 vers, en gros, par strophe. Des rimes croisées. Tu vois, des rimes croisées, des rimes riches, des rimes embrassées. Enfin, tu vois, mais, tu sais, même ça, à la limite, c'est trop technique. Mais tu vois, mais au moins, tu l'as en tête. Tu peux jouer après avec ça, etc. Et puis voilà, et de partir de là, et ensuite partir dans une notion d'écriture intuitive. C'est-à-dire que, ok, j'ai une thématique, j'ai un premier mot, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire dessus? Et puis en fait, juste laisser le flow, en fait, te guider. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, en fait, d'écrire avec le cœur et ensuite se relire avec la tête. Donc ne rien censurer, juste écrire ce qu'on a envie de dire. Et avec une structure justement qui est une structure poétique, donc en vers avec des petites rimes potentielles à la fin des vers. Et en fait, ça donne déjà un cadre où chacun peut aller tranquillement dessus. Et puis après, de voir ce qu'il en est. Et puis une fois que vous avez écrit, de le relire et puis dire ouais, mais en fait, c'est pas mal ce que j'ai écrit. C'est cool. Et puis qui plus est, quand c'est validé aussi par entre guillemets. Par d'autres en disant ouais, bien sûr que c'était génial, c'était hyper émouvant ce que tu as écrit parce que c'est quelque chose à la fois de personnel et puis des beaux. Et puis ça, l'art, en fait, l'art, c'est pas réservé à un génie élitiste, en fait. L'art, c'est juste le reflet de qui l'on est, ouais, une manifestation de soi au monde. Il n'y a pas de vérité, en fait, c'est juste un choix qu'on fait. Donc c'est se lancer, en fait, et sachant que en vrai, la poésie à l'inverse peut-être, tu vois, du dessin où il faut un coup de crayon qui peut prendre du temps. La poésie, ça prend des mots, un stylo, une feuille pour écrire et puis un cœur. Quoi. En gros, c'est ça, hein. Vous en avez l'autre. Hein. C'est ça. Donc enlever peut-être ce côté-là, mais après, c'est l'image qui a été véhiculée par la poésie, notamment par les poètes aussi. C'est la poésie qui était souvent très sacralisée et puis aussi marginalisée du coup, mais sacralisée parce que mais je suis pas un poète ou voilà, quand on déclame un poème, on prend un air pompeux ou autre, etc. Ouais, bah non en fait, non. Oui, et puis tu peux si c'est, tu vois, après tu es dans le génie de l'interprétation à la Lucchini avec grand plaisir. Et encore, lui il est pas dans un style pompeux, il est dans un style c'est la pure flamboyance de l'interprétation. Donc c'est plus ça en fait moi je m'attelle à ça, comment est-ce qu'on peut moderniser et démocratiser la poésie quoi, que ce soit cool, que ce soit accessible et puis que ce soit pas soit quelque chose de moderne et cool quoi, parce que c'est ça le but en fait, tu vois, c'est qu'on se retrouve aussi à travers là. Ouais, sinon on devient le danger c'est d'avoir que des Cyrano, des profondeurs. Ouais, aussi, ouais. Et c'est cool qu'il y en ait aussi, hein. Oui, bien sûr. Faire un monde, donc c'est très bien. Mais, et tu vois, parce qu'en fait, la poésie, en fait, le fait d'écrire des poèmes, c'est
Bon, moi, je le fais, tu vois, dans l'entreprise notamment, tu vois, pour des discours aussi, pour poétiser des discours surtout, plutôt que de les écrire en vers, mais c'est aussi pour les poétiser, en fait. C'est-à-dire choisir les mots, choisir tu vois, des tournures de phrases, des punchlines qui vont être moral ou autre, mais tu vois, écrire un poème pour remercier les équipes, écrire un poème, du coup, d'amour à ton conjoint, ou à tes enfants, tu vois, ou en cadeau, tu vois, c'est un très beau cadeau, en fait, tu vois. Ou comme tu fais des fois, sur les anniversaires en famille, tu crées une pièce de théâtre, où tu vas déclamer un poème, où tu vas remixer une chanson, tu vois. Donc c'est un peu ça, mais c'est un vrai pouvoir, quoi. Quand c'est fait avec le cœur, ça touche autrui beaucoup plus que... Et ça, le supplément d'âme, il est là-dessus. Moi, souvent, alors, du coup, en tant que poète, on me demande, bien évidemment, très souvent, dans les anniversaires, d'écrire un poème pour la personne qui fête son anniversaire. Ouais. Et quand c'est des personnes très proches, ça me fait très plaisir parce que je les connais. Enfin, ça, et puis, on me demande la même chose aussi pour les enterrements aussi. Mais moi, j'aime beaucoup ces moments, justement, très solennels où c'est des milestones dans les vies des gens, en fait. Et en fait, le but, moi, que j'ai là-dessus, c'est de faire quelque chose qui va aussi, pour employer le terme que j'ai tout à l'heure, apporter aussi un supplément d'âme aussi à la fête. Tu vois, mais pas que, tu vois, un truc, c'est des choses très humoristiques, mais aussi à un moment donné, un message aussi où je suis content, moi, tu vois, de pouvoir, parler aussi de tout le bien que la personne fait ou représente et au monde, et aussi, des fois, quand j'ai des gens, tu vois, des fois jeunes qui sont plus dans un pur état festif ou autre, de leur mettre aussi donner une direction, des fois à leur vie qui puisse avoir un peu plus de sens quand je considère qu'il pourrait y en avoir un peu plus. Et donc ouais, toujours très, très content d'utiliser les pouvoirs de la poésie pour ça aussi. La rime, c'est quand même un moyen extraordinaire pour mémoriser, je trouve. Pas seulement, tu vois, pour beau à écouter, mais aussi un moyen énorme pour... énorme, j'aime pas le terme. Un moyen, je dirais, fascinant. Tu vois, comme une chanson dont tu peux plus te passer, tu sais, comme une ritournelle dont t'arrives plus à... Tu te lèves le matin et tu te couches avec, tu vois. Ouais, absolument. Bah, ça te marque, en fait. C'est par la beauté ou du truc ou... Tu vois, mais je dis souvent, en fait, le point génial, je dis souvent, c'est que trouver ta voie, ta place dans le monde, c'est trouver ta place entre ton unicité sublime et ton utilité publique. Tu vois, ça, c'est des rimes qui font, je sais pas, genre, tu vois, il y a 6 syllabes qui riment les unes avec les autres avec tu vois, des assonances. Mais ouais, c'est des manières aussi où qui deviennent un peu indélébiles ou autre, tu vois, puis ça sonne bien, en fait, tu vois, c'est des sonorités, quoi, donc c'est beau de jouer avec ça, en fait, donc. Et tu as trouvé qu'il y avait des langues qui étaient plus propices à ça que d'autres? Moi, j'écris des poèmes en français et en anglais. J'ai commencé même en anglais, d'ailleurs. Moi, j'écris à moitié anglais, moitié français. C'est pas les mêmes manières d'écrire de la poésie, pas exactement, parce que c'est plus de l'anglais en plus américain, donc c'est des mots qui sont plus courts, qui sont plus impactants, et même les tournures de phrases sont raccourcies aussi, donc et puis c'est plus dynamique. Il y a un truc aussi, dans la mise en mouvement beaucoup plus que dans le côté philosophique, très esthétique français, et que j'adore aussi, hein, mais je sais que c'est des énergies qui sont pas les mêmes, mais du coup, ouais, j'aime beaucoup, moi, avoir cette complémentarité là, d'aller de l'un à l'autre, dépendant aussi des sujets que je vais aborder, ou d'avoir des manières d'aborder les sujets différents. Et après en espagnol aussi, j'écris aussi un petit peu, mais ouais, après, c'est lié aux cultures, en fait. C'est lié plutôt aux cultures aux cultures et aux langues, en fait. Mais ouais, au final, tu sais, même, moi, mes groupes préférés, c'est quand je fais mes ateliers ou mes conférences, c'est quand il y a des groupes multiculturels dans la salle. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple, telle entreprise qui va faire venir 300 managers de partout dans le monde, et des 5 continents différents. Et en fait, quand ils viennent sur scène pour déclamer leurs poèmes, que ce soit des poèmes écrits à titre individuel ou collectif, des fois je les mets par groupe, de 5 ou 8, etc. Et donc ils créent une œuvre collective poétique commune. Quand ils viennent sur scène, c'est hyper beau de voir la biodiversité humaine en action, de voir la valeur ajoutée de chaque culture. Et puis même, en fait, si on comprend pas tout, parce que des fois je leur laisse le soin d'écrire dans leur langue naturelle, et une partie en anglais pour qu'on puisse justement comprendre aussi, juste beau à travers le champ linguistique de pouvoir découvrir la culture des personnes. Et puis même dans les traductions poétiques, quand tu traduis un poème, tu sais, d'une langue à l'autre, tu vas souvent perdre les rimes, mais en fait,
c'est pas très grave, c'est juste les rimes que tu perds, mais tu t'achètes quand même l'essence de ce que la personne dit, et qui est en vrai plus important que les rimes. Les rimes, c'est une figure de style. Ce qui est important, c'est le message justement qui va être véhiculé par le poète ou la poétesse. Donc ça, tu l'as en fait, quelle que soit la langue. Donc c'est très universalisable en fait. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai écrit en français des poèmes ou des chansons, et je les ai fait traduire par ChatGPT en rime. Ok, tu vois. Et pour faire des chansons pour mon petit-fils ou mes enfants, tu vois. Okay. En français, de français à français, du coup. Donc, dans français-anglais, tu vois, pour leur faire, et puis, comme ça, après, de créer une partition anglaise. Donc, je pouvais traduire, si tu veux, parce que je parle suffisamment bien anglais, mais l'intérêt, c'était de trouver quelque chose qui me trouve des rimes rapidement. Et après, je pouvais choisir, mais j'étais bluffé souvent, du résultat. J'étais assez bluffé du résultat de... On est tous bluffés par ChatGPT. Rassure, malheureusement. Et mais ça m'a amusé, si tu veux, de faire ça. Et après, j'ai travaillé la musique. Ouais. Et donc, j'ai trouvé qu'on arrivait à un résultat assez probant, assez rapidement. Et en tout cas, moi, ça m'a été une bonne aide pour oser, tu vois, finaliser une œuvre que j'aurais peut-être pas fait. Ouais, super. Alors que là, il y avait une sorte d'échange avec ton assistant, ton personal assistant, qui valorise ton travail. Voilà, j'ai trouvé ça assez top. J'ai pas fait de poésie encore avec ChatGPT, mais peut-être que je vais m'y essayer. Ouais, moi j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Et puis on m'en envoie aussi régulièrement. Et puis même dans un de mes keynotes, je fais une démo live en fait de création de chansons comme ça, mais en live en 2 minutes, et après pour que ce soit projeté dans les enceintes de la salle, justement pour créer une chanson sur ce qu'on vient de vivre ensemble sur tu vois la conférence. Et en fait c'est beau en fait parce qu'en fait il te présente un produit fini qui est beau. Ouais. Après le seul truc c'est que c'est notre seul atout entre guillemets de résistance ou de survie. C'est des fois ça manque d'âme humaine. Bien sûr. Et en fait oui c'est très bien, c'est bien écrit, mais est-ce que ça a touché autant que tu vois, même le fait de savoir que c'est un humain qui l'a écrit, qui le déclame, c'est lui, tu vois, où tu sens vraiment que c'est vraiment lui-même. Et la magie de la poésie, elle est vraiment là. Tu vois, moi, tu vois, ma plus belle définition de la poésie, moi, c'est Ferlinghetti, qui est un poète américain, qui dit que la poésie, c'est la voix de la 4e personne du singulier. Tu vois, entre le on et le nous. Donc, quand t'écris, en fait, t'as tout de suite un décalage, en fait, dans ta posture, qui est un peu le trait d'union entre toi et le monde, entre le présent et l'avenir, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une magie inhérente dans la poésie, qui est à l'inverse d'autres, justement, formes de littérature. Et en fait, du coup, t'es connecté aux sources de l'être, à l'âme du monde, et donc t'es dans une sphère qui peut, d'où le côté un peu espéranto, je pense, c'est dans une fine ligne où tu arrives à déclamer justement un discours personnel à vertu universelle aussi. Donc et ça, tu vois, l'informatique, enfin l'IA peut pas encore forcément le faire en fait, tu vois, de façon peut pas pleurer, tu vois, donc ou faire pleurer, tu vois, donc il y a un peu cette notion là en fait de... Ouais, alors moi j'étais pas intéressé par ça, c'était d'obtenir un produit fini que moi je ne saurais pas faire. Et c'est pour ça que je dis c'est très bien, mais j'ai juste en fait il y a ça qui est en moi, mais c'est très cool de tester parce que c'est effectivement même pour les premiers poèmes qu'on fait, ou même si on n'a pas le temps pour autre chose, c'est cool. Mais après ça remplace pas l'exercice poétique en tant que tel. Non, mais la poésie pour moi ça a une vertu qui est celle d'épancher son âme ou d'écouter son âme. Alors que la conversation avec un assistant externe, on va dire digital, n'a pas cette vertu-là. Absolument. Il n'y a pas cette écoute intérieure, on va dire. Mais ça n'a pas le même résultat, tu vois, de le côté art thérapeutique dont on parlait tout à l'heure. Aussi. Et si, pour aller vers un peu la fin de notre émission, tu utilises beaucoup ce mot vertu, ou dans le sens la vertu de la poésie, d'accord, ok. Et ce serait quoi justement qui nous permettrait, ce serait quoi la vertu en amont qui faciliterait cette poésie? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est tu vois, c'est quoi qu'est-ce qui sous-tend la poésie? L'amour, c'est quoi qui sous-tend la poésie? Dans quel sens? Qu'est-ce qui permettrait de donner plus vie à la poésie Alors, par exemple, pour quelqu'un qui connaît pas la poésie ou qui n'a pas pratiqué la poésie, dans les mots clés, tu vois, qui peut nous aider, qui sont soit des mots que tu disais tout à l'heure, qui peuvent être des mots qui sont forts pour nous, mais souvent en fait, ce sont au fond des valeurs profondes auxquelles on tient, ou des vertus auxquelles qu'on a sacralisées.
Et les tiennes, ce serait quoi? L'harmonie? Ouais, l'harmonie clairement, mais après oui, clairement, comme je disais tout à l'heure, pour moi la poésie c'est un hymne à la vie, c'est une quête d'harmonie mais je pense que ce qui peut sous-tendre aussi l'élan poétique, c'est notre souffle vital, c'est notre élan de vie, c'est l'amour, l'amour fondamentalement. Et c'est ce que disait Charlie Chaplin. Il disait la poésie, c'est une lettre d'amour adressée au monde. Et c'est ça, justement. On adresse une lettre d'amour au monde. Et d'aller que ce soit l'agapé dans l'amour inconditionnel ou dans l'amour à quelqu'un en particulier. Mais ouais, je pense que clairement, l'amour vers autrui, plus que la peur, justement, d'oser, en fait, je pense qu'il faut oser, en fait, écrire un poème. Il faut oser se sentir poète. Il faut aussi oser faire ressortir son âme poétique. Et donc c'est l'énergie de l'élan de l'amour qui permet ça, en fait, cette vibration de l'amour, cet élan aussi, et puis pour pouvoir enchanter le monde. Et si dans un monde où tout le monde deviendrait poète, qu'est-ce que ça nous permettrait de vivre? Alors, un monde où tout le monde est poète, c'est un monde où chacun contribue à notre avenir commun, parce que chacun est un poète, donc un acteur. Oui, dans le sens acteur, créateur. Exactement, acteur ou rédacteur du changement, etc. Et donc ça, c'est un monde où on peut coécrire un avenir commun. Et c'est ça, moi, pourquoi je me bats, c'est justement, toi qui aimes beaucoup les arbres, c'est justement comment est-ce qu'on peut, chacun, dans l'arbre des possibles, trouver notre branche de lettres, en 2 mots, et pour trouver sa valeur ajoutée, ce que chacun peut apporter comme vers. Et puis c'est ce que, tu vois, je suis beaucoup inspiré du cercle des poètes disparus, ou les cercles des poètes d'entreprise, et le groupe là que je viens de créer, que je viens de lancer, qui s'appelle les Poétiseurs, qui est une communauté de poètes d'entreprise, justement pour adresser les entreprises demain. Et c'est du coup Robin Williams dedans dit à un moment donné, après c'est le speech en fait où il dit que pourquoi est-ce qu'on se bat, en fait c'est pas pour la médecine, l'économie, c'est pour la poésie, c'est pour la philosophie, pour l'amour, etc. Et puis il dit et dans la symphonie du monde, dans la symphonie perpétuelle du monde, quelle sera votre rime? Et donc c'est ça, en fait, c'est que chaque poète peut apporter sa rime, chaque être humain peut apporter sa part de pas de colibri, mais si facile de part de colibri, mais je veux dire ça part en fait pour améliorer le monde. Donc un monde où tout le monde est poète, c'est en gros tout le monde est tourné un petit peu vers l'avenir, vers le bien commun, passer du jeu au nous, et pour que le monde soit pas un terrain de jeu inutile, mais un terrain de nous plus potentiel. Ouais. Exactement. Donc donc je pense que c'est ça un monde réenchanté pour moi, un monde en harmonie, c'est un monde où tout le monde est à sa juste place, tu es en train de contribuer au monde de demain. Donc ce serait un monde, je pense, plus beau et plus harmonieux et plus c'est l'horizon d'un paradis sur Terre. Yes. Je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter sur ces mots. Je vais te remercier, Vincent, pour à la fois ton temps, pour tes mots, ton énergie et puis ton accueil. Merci à toi et très bonne continuation. Au revoir. Merci à chacun. On se retrouve dans une semaine pour parler du débrief et de la leçon, de qu'est-ce que je vais retenir de cette interview, de ce moment formidable avec Vincent. À bientôt. Salut à tous. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube, ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur La Traversée.